Les rendez-vous inspirants, c'est un moment unique pour découvrir le parcours extraordinaire de diplômés qui font une différence et d'avoir la chance de leur poser vos questions. Aujourd'hui, vous ferez connaissance avec 3 diplômés de l'ESPUM œuvrant au sein de l'Organisation mondiale de la santé et mettant leur expérience et leur expertise au profit de la population. J'aurai donc le plaisir de vous présenter le docteur Thierno Baldé, la docteure Fatoumata Binta Diallo et le docteur Étienne Langlois. Nous aurons le plaisir d'en apprendre plus sur leur parcours, leur réalisation et leur passion. Donc, je vais commencer tout de suite dans le feu de l'action avec la présentation de notre premier invité. Il s'agit du docteur Baldé. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci et bonjour. Docteur Baldé, vous êtes médecin formé en France et en Guinée. Vous possédez une maîtrise en administration des services de santé et un doctorat en santé publique de l'ESPUM. Pourquoi avoir choisi ce domaine? Merci bien à l'INSEE. En fait, je ne dirais pas que j'ai choisi ce domaine-là. Je dirais peut-être plutôt que ce domaine m'a choisi. Je commencerai comme ça. Comme vous l'avez dit, en fait, je suis médecin de formation. Alors, j'ai toujours pensé que j'allais avoir une carrière plutôt clinique ou une carrière hospitalière. Et puis, voilà, j'avais commencé ça dans mon pays. Et puis, je suis arrivé au Canada. Et voilà, donc j'ai opté pour la santé publique pour commencer. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué là-dedans. Et puis, voilà, là où je suis aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'était pas si mauvais que ça, que ce domaine-là m'ait choisi, parce que finalement, j'arrive à faire les deux en même temps. J'arrive à avoir un regard un peu sur la composante clinique, sur certaines de nos interventions. J'arrive à avoir un peu un regard vraiment sur toute l'entièreté un peu des interventions en matière de santé publique, de l'organisation, de la santé communautaire, la santé clinique et tout ça. Donc, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup servi. Et je suis très heureux de pouvoir en tout cas être là avec vous, écouter, partager autant que je peux. Partager de ce que j'ai réussi à faire un temps soit peu pendant ces dernières années. Merci. Merci infiniment, docteur Baldé. Donc, vous avez géré plus de 20 urgences majeures de santé publique dues au choléra, à la rougeole, à l'Ebola, à la fièvre de Lassa et à d'autres catastrophes naturelles. Comment est-ce que tous ces grands chantiers ont, premièrement, influencé votre pratique à l'OMS et quelles sont les leçons que vous en avez tirées? Depuis, on va dire, les 6 ou 7 dernières années, je travaille dans la gestion des urgences de santé publique. Vous en avez évoqué certaines, c'est notamment des urgences qui sont liées à des épidémies. Bon, tout le monde connaît ça un peu plus depuis qu'on parle de la COVID-19. Donc, tout le monde est maintenant expert quelque part d'une façon ou d'une autre en matière de gestion donc, des urgences de santé publique. Je l'ai fait dans une région en Afrique ici où on a pratiquement la majorité de nos urgences sur les épidémies. Donc, c'est du choléra, c'est de la fièvre de Lassa, c'est de l'Ebola, des maladies dangereuses. Donc, voilà, je pense que tout l'apprentissage que j'ai eu à avoir, en tout cas pendant cette période-là que j'étais à l'ESPUM, parce que c'est vrai, il y avait la dimension apprentissage, aller à l'école et tout ça, mais aussi, ce qui est important, c'est que j'ai eu beaucoup de chance à pouvoir travailler avec les professeurs qui sont sur de nombreux projets. Donc, ce savoir-là, ce savoir-faire, je pense que ça a été d'une très, très grande utilité. Maintenant, toutes ces urgences-là auxquelles on fait face dans des milieux extrêmement difficiles, parfois extrêmement complexes, parfois avec beaucoup d'insécurité, les crises humanitaires et tout cela. Donc, c'est sûr que ça forge, on apprend beaucoup, ça forge beaucoup et ça nourrit aussi beaucoup notre pratique, parce qu'on apprend tous les jours. Et j'aime beaucoup cette dimension-là et c'est quelque chose, je pense aussi, qu'on apprend aussi à l'école quand on a fait un peu ces études-là, ces études poussées, comment pouvoir un peu toujours avoir cette dimension-là de learning component vraiment dans ce qu'on fait. Oui, et bon, vous en avez touché mot tout de suite. Donc, vous dirigez actuellement l'opération régionale de réponse à la COVID-19 dans les 47 pays couverts par le Bureau régional africain de l'OMS. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours jusqu'à l'OMS et
vous avez commencé à en parler aussi de comment est-ce que votre formation à l'ESPUM vous a préparé à ce défi de taille. Ouais. Peut-être je commencerai par cette dernière question-là. Effectivement, donc j'ai passé, on va dire, grosso modo, peut-être 7 ou 8 ans dans le campus de l'Université de Montréal. Donc, c'est quand même beaucoup de temps. Moi, j'étais étudiant quelque part à temps plein, comme on dirait. Je suis arrivé relativement jeune. J'ai commencé ma maîtrise et mon doctorat. J'ai fait un passage direct de la maîtrise au doctorat. Et voilà, donc beaucoup de ces interactions-là, beaucoup de ces apprentissages, ça a été long. En ce moment-là, je trouvais ça hyper long, mais je crois que ça a été des moments énormes d'apprentissage. Donc, je pense que probablement, je reviendrai pas mal là-dessus. Je pense que ce qui a été le plus important, c'est de pouvoir apprendre à réfléchir, apprendre à analyser. On lit beaucoup, c'est difficile, mais j'ai eu la chance d'avoir de super bons mentors qui nous ont appris à mieux réfléchir, vraiment, qui nous ont appris à analyser, à adopter une vision, à adopter en tout cas une approche très, très, très comprehensive, très, très holistique. Dans ma recherche là, j'ai eu à utiliser des théories relativement assez solides qui nous permettent un peu d'appréhender vraiment tous ces phénomènes-là auxquels on fait face maintenant. Là. Il y a un adage qui disait là, parfois qu'on nous posait souvent, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et c'est dans cette université-là qu'on apprend les bonnes théories. Et ces théories-là, on arrive à les pratiquer. Quand on les connaît, je pense qu'on arrive vraiment à les pratiquer comme il faut. Donc, tout cela a permis, voilà, j'ai fini mon doctorat et après, voilà, j'ai commencé ma carrière internationale d'abord en Haïti. C'était au lendemain, un peu, un an après le tremblement de terre. Je suis parti là pour la reconstruction avec la Croix-Rouge canadienne. Mais ce n'était pas un choix, c'était une opportunité. Je pense que c'est plus des opportunités que des choix. Donc, voilà, j'ai eu la chance d'y aller. Et puis, j'y ai travaillé pendant 2 ans dans la reconstruction. Donc, un peu plus dans une logique un peu de post-urgence, une logique un peu plus de développement. Mais là aussi, embrassant plusieurs paliers un peu des services de santé publique, que ce soit de la prévention dans la communauté, de la reconstruction d'hôpitaux, la formation de médecins, l'organisation des services avec une direction départementale de la santé. Donc, tous ces éléments-là. Et puis, bon, après j'ai fait des choix pour pouvoir un peu plus m'orienter peut-être vers les urgences. Encore, c'est des choix qui m'ont choisi. Et voilà, donc je me suis retrouvé à travailler dans les urgences avec Ebola en 2014 dans mon pays d'origine. Donc, je suis parti là, j'ai passé 3 ans, plutôt 3 mois à travailler. C'était vraiment la première période là des urgences de Ebola. C'était vraiment majeur et donc pendant 3 mois, mais c'est 3 mois où tu apprends énormément. Parallèlement, après, je suis parti avec d'autres opportunités à un niveau d'un bureau régional de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Et puis, voilà, avec la Croix-Rouge canadienne et tout cela. Donc, un dernier point peut-être pour finir, c'est que là, je suis dans des bureaux régionaux où effectivement, on couvre énormément de pays et donc on voit énormément de choses avec une certaine perspective. On n'a pas totalement les mains là-dedans, mais voilà, il nous arrive aussi de partir sur le terrain pour apprendre un peu plus. Voilà, je vais m'arrêter là en espérant que je n'ai pas été très long. À vous, merci. Merci beaucoup, Dr Baldé. Vous avez très bien fait ça. Dr Diallo, je vais passer tout de suite à vous. Merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir. Merci. Juste pour tous les participants qui nous regardent, la Dr Diallo est au Togo, donc on précisait toujours heure de Montréal, c'est parce que nos panélistes sont un peu distribués dans le monde. Donc, je vais commencer avec votre présentation guinéenne. Vous êtes diplômée de la faculté de médecine de Conakry et la première femme africaine à avoir obtenu une maîtrise et un doctorat en santé publique et médecine communautaire de l'ESPUM. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a encouragé à choisir ce domaine? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Encore merci de nous avoir conviés à cet échange de rendez-vous inspirants. Ça nous ramène un peu dans nos méandres et dans vraiment nos souvenirs, nos plus beaux souvenirs. En fait, comme l'a dit Dr Baldé, moi aussi, en fait, je n'ai pas choisi. J'ai eu des obligations.
comme tout médecin, quand tu finis, tu es très, très clinique. Et moi, je faisais beaucoup de clinique et de recherche en clinique. Mais un beau jour, j'ai fait un choc anaphylactique à la pénicilline. Et j'étais obligée de sortir de l'hôpital et de sortir de toutes les structures de soins. Parce qu'en Afrique, on ne peut pas soigner sans les antibiotiques. Et me voici directement me retrouver au ministère de la Santé. On m'a transféré au ministère de la Santé et le ministre qui savait très bien ce que je faisais à l'hôpital m'a tout de suite confié l'élaboration des politiques et des plans directeurs de formation et recherche du personnel de santé, formation continue et formation initiale, mais aussi, et c'était à la période où le pays était en train de mettre en place les soins de santé primaire. Et donc, c'était vraiment un mouvement où on était très occupés. Et c'est comme ça que j'ai adhéré et je me suis retrouvée dans le domaine de la santé publique. Mais j'étais obligée aussi de complètement me réorienter parce qu'il fallait ouvrir les yeux et donc créer d'autres partenariats. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre la santé publique et surtout avoir des partenariats internes et externes. C'est mes premiers moments, mes premiers pas vers l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et tout, parce que c'était des moments très intenses. Finalement, je me suis dit, si je dois faire la santé publique, il me faut vraiment apprendre. Il me faut comprendre, parce que j'étais clinicienne et il faut revenir vers la santé publique. Et c'est ainsi que j'ai soumis un dossier, j'ai fait des concours et je me suis retrouvée, j'ai eu ma bourse pour aller à l'Université de Montréal pour faire une maîtrise. Et de la maîtrise, je suis revenue pour faire quelques mois et j'ai postulé encore. J'ai eu une bourse toujours auprès de TDF, c'est-à-dire Tropical Disease Research de l'OMS, et je suis revenue pour faire mon PhD. Effectivement, j'étais la première africaine à pouvoir obtenir ce diplôme de PhD. Et je pense que finalement, c'était très intéressant de commencer par la clinique qui m'a permis d'avoir une vision plus holistique de la santé et non pas de la maladie. Voilà ce que je peux dire pour le départ. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez mentionné, je vais peut-être le dire avec un peu plus de détails. Donc, vous avez occupé différentes fonctions en Guinée avant d'entamer votre carrière internationale en 1992 avec le projet conjoint Système des Nations Unies. En octobre 1999, vous avez joint le Bureau régional africain de l'OMS comme conseillère régionale pour la planification, le monitorage et l'évaluation de la santé publique. Et vous êtes aujourd'hui représentante résidente au Togo. Vous avez déjà parlé de votre parcours, mais peut-être que vous pouvez donner peut-être un peu plus de détails sur votre parcours qui vous a mené au Togo finalement. Effectivement, à l'OMS, donc quand j'ai fini mes études, je me suis retrouvée d'abord avec toujours l'OMS, parce que souvent ils font de l'accompagnement. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler avec eux dans un consortium de recherche, ce qu'on appelle la recherche nationale en santé. Et nous avons donc parcouru et un beau jour, on m'a demandé de rejoindre le bureau régional pour accompagner justement là aussi tout ce qu'il y avait comme suivi, monitoring, évaluation des programmes parce qu'ils n'en avaient pas. Et c'était à l'époque où l'organisation n'avait pas du tout d'outils standardisés de planification, monitoring, évaluation. Et moi, je sortais de l'université, toute jeune et toute fraîche. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait 4 années. J'ai mis en place tout le système de suivi, monitoring, évaluation informatisé de toute l'Organisation mondiale de la santé, pas seulement de la région africaine, mais de tous les pays de l'OMS. Et de là, on m'a demandé un beau jour d'aller en Angola comme représentant de l'OMS parce qu'il y avait aussi là des soucis. Et ma carrière donc, de représentant de l'OMS a commencé en 2004 à Angola d'abord, où j'ai fait 2004-2008. Et j'étais là aussi la première femme, malheureusement, à occuper des fonctions de représentant de l'OMS dans des gros pays à problème, comme l'a dit le docteur Baldé. C'était des pays avec que des épidémies, des grosses épidémies qu'il fallait gérer sous toutes les formes, plus la gestion et des pays qui sortaient de guerre où il n'y avait pas du tout même un plan de développement sanitaire du pays. Et de là-bas, j'ai continué pour être au Mali
comme représentant de 2008 à 2012. Malheureusement, là aussi, vers la fin, au moment où je devais quitter, on m'a retenu parce qu'il fallait gérer une grosse crise. Il y a eu un coup d'État avec tout ce que ça a donné et qui continue à être un des soucis de ce pays. Et on m'a demandé de revenir au Congo-Brazzaville comme représentant pour essayer de me reposer un peu. Et là, j'étais passée pour juste quelques mois. Je me suis retrouvée de 2012 à 2018 pratiquement. Donc, j'ai fait 4 années en Angola. L'Angola, je viens au Mali où je devais juste être de passage, j'ai fait 5 ans. Et de là, du Mali, j'arrive au Congo-Brazzaville qui était pour 2 ans. Je me suis retrouvée là pendant 6 ans. Et là, on a géré avec le docteur Baldé aussi, Ebola et toutes sortes, parce que la région centrale africaine, c'est une région vraiment où les épidémies vraiment fleurissent et tout, dans tous les sens. Et après 6 années au Congo-Brazzaville, je me suis retrouvée ici au Togo depuis 3 ans. Donc, voilà, c'est ma petite expérience et je vous assure que c'est très enrichissant. Et je suis sûre que parmi ces inspirants, il y en aura qui vont essayer de suivre cette carrière parce que c'est très, très, très enrichissant. Je suis fière d'avoir commencé par l'Université de Montréal qui m'a permis d'ouvrir les yeux, de regarder et de travailler dans des différents environnements parce qu'à l'université, on apprend réellement à faire de l'analyse, du discernement et ça aide beaucoup dans la carrière. Merci beaucoup. Vous dites votre petite expérience, mais moi, je peux dire tout de suite que c'est une grande expérience. Donc, durant près de 23 années à l'OMS, vos habiletés techniques, diplomatiques et de gestion de crise dans l'humilité vous ont valu des reconnaissances par tous les gouvernements et partenaires, dont la médaille d'honneur argent des Affaires étrangères de la République française pour acte de bravoure et de dévouement exceptionnel lors de la pandémie de COVID-19 au Togo. Qu'est-ce que ça fait de recevoir une telle reconnaissance? En tout cas, je pense que dans tous ces 4 pays où j'ai travaillé, j'ai eu quand même des reconnaissances. En Angola, il n'y avait que les services militaires qui travaillaient. Et là, j'ai eu la médaille d'honneur des services des forces armées de l'Angola, en reconnaissance de toutes ces grosses épidémies qu'on a réglées. Avec Marburg, c'était l'une des premières épidémies plus grosses à travers le monde, dans une zone très, très compliquée. J'ai eu la médaille d'officier de l'Ordre national du mérite au Congo-Brazzaville, mais avant ça, au Mali, en sortant du Mali, j'ai été nommé, élevé commandeur de l'Ordre national du Mali. C'est une des plus grosses reconnaissances dans un pays. La médaille d'officier dans l'Ordre du mérite du Congo, avant que je ne quitte. Et là aussi, c'était lors d'une cérémonie nationale, ce qui ne se fait jamais dans ce pays. Et ensuite, en quittant le Congo, j'ai eu la médaille d'or dans l'Ordre de santé publique du Congo. Et finalement, je suis arrivée au Togo. Voici qu'avec quand même, comme vous l'avez dit, toute l'humilité et tout ce qu'on a appris, qu'on apprend à passer et qu'on essaie de faire, parce qu'il faut le faire avec cœur et avec amour. Parce que la santé n'a pas de prix. Et quand tu es en face des personnes en détresse, que ce soit dans le système clinique ou au niveau du terrain, je pense que nous avons la chance de pouvoir montrer qu'on est quand même fiers d'accomplir nos missions en tant que première conseillère technique en santé des gouvernements, mais aussi chef de file des partenaires techniques et financiers, aussi bien des partenaires bilatéraux que des partenaires multilatéraux. Et c'est ce qui m'a valu la dernière médaille que j'ai actuellement avec le gouvernement français. Je pense qu'on est fiers de pouvoir répondre un peu aux attentes de nos pays, mais aussi aux attentes de nos partenaires. Merci infiniment. J'en profite pour vous féliciter, bien sûr, pour toutes ces reconnaissances et je sais que vous le faites dans l'humilité, et que vous êtes très fiers de le faire. Et je pense que je ne peux pas le répéter mieux que vous l'avez dit, avec cœur. C'est vraiment très inspirant, justement, votre parcours et la manière dont vous le faites. Je vais passer tout de suite au docteur Étienne Langlois. Merci à vous aussi d'être avec nous. Merci, il me fait grand plaisir d'être là. Merci de l'invitation et puis j'ai bien hâte de ce dialogue avec mes collègues et les participants de la session. Merci. Donc,
Vous êtes épidémiologiste spécialisé en santé maternelle et infantile, en recherche sur les politiques et systèmes de santé, ainsi qu'en synthèse de l'évidence scientifique, et vous possédez un doctorat en santé publique de l'ESPOUM. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la santé maternelle et infantile? Merci. C'est une très bonne question. En fait, c'est vraiment mon entrée là, dans le domaine de la santé mondiale. C'est à travers la santé maternelle et infantile. C'est intéressant parce que j'écoutais la docteure Diallo qui est entrée à l'OMS en 2004. Moi, c'est la même chose. Mon premier emploi à l'OMS, c'est un emploi de consultant en 2004, la même année. C'était mon premier vrai emploi à titre de professionnel de la santé publique. C'est une époque où je travaillais sur les enjeux de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, sur l'accès aux antirétroviraux pédiatriques, l'accès aux médicaments essentiels, aux médicaments génériques. Alors, on travaillait sur les enjeux là, de droit de propriété intellectuelle, entre autres en fonction des règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, quelque chose qui est très contemporain, qui est très pertinent pour ce qui se passe en ce moment avec la pandémie de COVID-19. Donc, tout ce qui est l'accès aux innovations, l'accès aux outils diagnostiques, de dépistage thérapeutique, l'accès aux vaccins. Moi, je suis basé au siège social à Genève, en Suisse, puis on vient de sortir de notre comité exécutif où on regardait des chiffres là, sur l'accès aux vaccins dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et puis, par exemple, il y a 85 de la population en Afrique qui n'a pas reçu encore une seule dose de vaccin contre la COVID-19. Donc, vraiment, c'est des enjeux qu'on doit prioriser comme communauté scientifique, comme communauté internationale. Je pense que le Dr Baldé, le Dr Diallo font un travail phénoménal pour avancer ces enjeux-là. Et c'est vraiment quelque chose qui, je crois, doit être priorisé là, par notre communauté. Plusieurs années plus tard, j'ai eu la chance de faire un PhD en santé publique à l'Université de Montréal, en épidémiologie. J'ai travaillé à l'époque sur des questions d'assistance qualifiée à l'accouchement, sur l'accès, la qualité des soins postnataux, avec un terrain en Afrique de l'Ouest et vraiment avec une reconnaissance là, envers tout le bagage qu'on a acquis. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage, les trois panélistes, là, le bagage, les outils, entre autres multidisciplinaires qu'on a acquis à l'Université de Montréal, qui viennent consolider un parcours professionnel qui, après, nous permet de rendre un service, de faire une différence, de contribuer à une cause, si vous voulez, qui est fondamentale, puis un bien commun. Et donc, vraiment, la santé maternelle, la santé infantile, ça a été un fil conducteur, un dénominateur commun dans mon parcours, dans ma carrière, qui m'a amené maintenant ici au siège. Donc, ça fait 8 ans que je suis là à temps plein. Et maintenant, là, je dirige une équipe d'évidence scientifique. Et notre rôle, c'est d'amener les données probantes, d'amener l'évidence robuste dans le processus d'élaboration politique, de mise en œuvre de programmes de santé et d'intervention dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile. Merci donc pour la générosité de cette réponse. Vous avez par ailleurs mentionné peut-être quelques petites choses que vous pourriez éclaircir avec cette prochaine question. Vous l'avez mentionné, vous avez intégré l'OMS donc en 2014 à temps plein, d'abord au sein du département de recherche sur les politiques et systèmes de santé, pour lequel vous dirigez la recherche sur les systèmes de soins de santé primaire. Et donc, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, de tous les enjeux auxquels on doit faire face, mais qu'est-ce qui vous a attiré justement au sein de l'OMS, si vous pouvez être un peu plus détaillé là-dessus? Oui, merci. Non, c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment la pertinence là, de l'organisation, la pertinence du travail, et cette notion-là de service public. On le voit hein, avec la pandémie de COVID-19, les besoins sont criants en matière de santé publique. Je pense que comme professionnel de la santé, donc tous ceux qui écoutent aujourd'hui, on a un rôle à jouer, ne serait-ce que dans
la production des connaissances scientifiques, dans la synthèse des connaissances, l'application, lutter contre la désinformation, et puis vraiment la question là, de la mise en œuvre, puis de rendre un service. Donc, il y a le service clinique qui est fondamental, mais aussi le service de santé publique qui, in fine, là, a un impact fondamental aussi sur l'état de santé des populations. Nous, on travaille dans des zones difficiles, des zones humanitaires. Je pense que le Dr Baldé et le Dr Diallo en ont parlé aussi. Et c'est vraiment là où le fardeau de morbidité et de mortalité est le plus élevé. Donc, c'est là où on peut faire une énorme différence. Et je pense que l'OMS a un rôle vraiment critique à jouer là-dedans. Donc, moi, ce qui m'a toujours intéressé à l'OMS, c'est d'avoir un pied dans la connaissance, l'évidence scientifique, mais aussi un pied dans l'application, dans les politiques publiques, dans les interventions de santé publique, que ce soit au niveau là, du support, du renforcement des capacités, de l'évaluation, de l'assistance technique. C'est vraiment quelque chose que je trouve est gratifiant. Et c'est toujours de dire, voilà, comment est-ce que je peux faire une différence pour améliorer les choses, spécialement là où il y a les besoins les plus criants. Vous avez évolué dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Une expérience qui, vous dites, a renforcé vos convictions pour l'amélioration de l'équité en santé. J'imagine donc que l'équité est une valeur importante dans votre pratique. Quelles sont vos valeurs personnelles et comment vous aident-elles à prendre des décisions? Oui, merci. Merci de cette question-là. L'équité, certainement, l'équité, la justice sociale, c'est fondamental. On travaille, ça influence beaucoup notre travail au jour le jour. Hein. C'est une question de priorisation des interventions, des investissements, des programmes. On travaille beaucoup avec Gavi en ce moment sur la question des enfants zéro dose. Alors, les enfants qui ont reçu aucune dose de vaccination de routine. Et puis, ce qu'on sait, c'est que ces enfants-là, les ménages, les communautés sont complètement exclus des services essentiels de santé, entre autres santé maternelle, infantile. On voit là, des taux de couverture d'assistance qualité à l'accouchement très, très bas. Idem pour les soins postnataux, anténataux. Donc, c'est vraiment là où il y a des besoins fondamentaux. Et c'est un travail qu'on doit faire au terme de la priorisation et puis à l'interface vraiment de ces communautés-là, des travailleurs de la santé, des décideurs locaux. Et je pense que relié à ça, une autre valeur que je dirais qui est fondamentale, c'est celle de l'écoute, celle de la réflexivité, de vraiment éviter tout ce qui est top-down, hein, ce qui est une approche descendante, d'imposer quelque chose, mais vraiment d'avoir une analyse des besoins et d'être dans une perspective de coproduction, d'intervention de santé, de coproduction de programmes qui répondent vraiment aux besoins. Puis ça demande, je pense, des valeurs justement d'écoute, d'humanisme qui sont fondamentales dans un travail au quotidien en santé mondiale. Merci, merci à vous trois pour vos réponses. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui entrent dans la section Q&R et je vais vraiment inviter les participants à continuer de le faire, continuer de poser leurs questions. J'aimerais entrer peut-être dans une section un peu plus d'échange avec vous trois diplômés et je vais commencer avec vous, Dr Baldé. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier au quotidien? Merci beaucoup. Merci. Je pense que peut-être pour résumer tout cela, c'est essayer d'adresser des problèmes. Je veux dire fixer des problèmes. Quand je réfléchis un peu, je pense que c'est principalement ce qui me motive en premier. J'observe des choses, j'observe des situations, je vois des situations problématiques. Et j'essaie de trouver les moyens pour les résoudre. Et ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, à commencer par la compréhension véritablement du problème. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et puis après, mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Ça, c'est une de mes motivations premières. La deuxième, je pense que c'est probablement des valeurs aussi intrinsèques. C'est peut-être un peu d'humanisme aussi. Quand on voit les gens qui souffrent,
c'est sûr qu'on a envie de contribuer à diminuer cette souffrance-là. Mais pour vrai, quand on la voit, on a été sur des terrains où tu vois les gens mourir très difficilement. Je vous l'ai dit, à commencer par l'épidémie d'Ebola en 2014 dans mon pays d'origine, où il a fallu, par exemple, parfois courir pour aller faire des enterrements dignes et sécurisés dans des endroits vraiment très, très difficiles pour éviter des contaminations subséquentes. Cette peur-là que l'on a de pouvoir transporter des échantillons sanguins dans des conditions très, très, très difficiles afin de pouvoir être sûr que voilà, là, on ne contamine pas beaucoup d'autres personnes. Donc, vraiment, pour vrai, c'est pas que des mots, mais vraiment essayer de sauver des vies. J'ai un de mes mentors qui le dit tout le temps, tout ce que l'on fait dans cette vie-là, peut-être demandons-nous est-ce qu'on arrive à sauver des vies? Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans le distal, on n'est pas vraiment très, très, très en amont, on est vraiment dans l'interventionnel ici, là, essayer de sauver des vies. Les dernières expériences que j'ai eues vont dans ce sens-là. Donc, je pense que ma motivation, elle tourne vraiment autour de ça. Peut-être pour conclure, peut-être comme je le disais tantôt, donc avoir cette dimension-là relativement analytique, qu'on puisse comprendre bien les choses, qu'on puisse bien penser les choses, puis qu'on essaie de bien les mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ces objectifs. Merci. Est-ce que vous aimeriez renchérir, Dr Diallo, votre plus grande source de motivation au quotidien? Merci beaucoup. Je pense que on nous dit la médecine, c'est le sacerdoce. On a, devant chaque situation, on se sent très concerné. On se sent plus concerné parfois que les autres parce que tu te trouves dans le feu de l'action. Quand une épidémie démarre, par exemple, il y a, si vous voulez, l'inconnu total. Et quand tu es là, tu te rends compte que tout repose sur toi en tant qu'OMS. Parce que c'est l'OMS toujours qui donne définitivement la direction. C'est l'OMS qui dit, voici ce qu'il faut faire. Se sentir ce poids, ça me motive souvent parce que je me dis, ça m'amène à réfléchir, à aller chercher au plus profond de moi-même tout ce que j'ai appris pour me dire, voici ce que je peux donner comme conseil, mais qui n'est pas obligatoirement la meilleure, mais seulement ça permet d'avancer. Je pense que ça motive beaucoup. De dire que tout le monde te regarde et tu es obligé de répondre. Et c'est ce que le docteur Baldé disait tout de suite. Tu es là, il faut répondre, et donc tu dois aller chercher et tu dois tout faire pour être toi-même au devant, parce que tu ne te vois plus toi, mais tu vois l'autre. Tu vois ces enfants qui courent. Par exemple, si c'est quand on a une inondation, tu vois tout ce beau monde qu'il faut mettre quelque part, il faut leur donner à manger, il faut les soigner, il faut faire arrêter très vite des mesures pour qu'il n'y ait pas de diarrhée qui démarre et tout. Je pense que ça me motive souvent. Et tu rentres chez toi, tu te dis, ouf, tu as fait quelque chose parce que tu as sauvé au moins une vie. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui me motive très souvent. Merci beaucoup pour ce partage empreint d'émotion. Docteur Langlois, j'ai peut-être une question pour vous. Donc, de ce que vous retenez peut-être de vos études à l'ESPOUM ou bien d'un moment marquant en particulier ou d'une réalisation dont vous êtes fier au courant de vos études? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que les moments les plus influents, c'est vraiment tout ce qui est relié au terrain. Tout ce qui est relié vraiment au travail, aux premières lignes. Donc, je pense au centre de soins de santé primaire et je pense aux communautés qu'on a rencontrées et vraiment cette question-là, les besoins criants. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans notre travail, c'est de s'assurer qu'on répond à ces besoins-là, que ce travail-là fait une différence. Et je pense, entre autres, à des structures de santé où il n'y a pas d'eau courante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour des services de maternité, pour les services obstétricaux, et puis de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut faire une différence à ce niveau-là. Idem pour les situations de conflit, hein,
les zones les plus difficiles. Donc, vraiment de s'assurer qu'on réalise l'importance de l'action. Puis je pense que chacun, on a un rôle à jouer, on a quelque chose à faire pour améliorer ça. Et pour moi, c'est vraiment ça, les moments les plus marquants, c'est ces moments-là où il y a une impression là, de service, une impression de faire une différence sur le terrain. Merci. Je vous remercie vraiment de votre générosité et de votre candeur. Je vais maintenant passer aux questions du public. Il y en a quand même beaucoup. J'aimerais remercier tout le monde qui pose des questions et n'hésitez pas à continuer de le faire. Donc, je vais regarder un peu en bas parce que je vais lire la question tout en bas. J'ai un petit message pour le docteur Baldé. Malheureusement, j'ai pas le nom de la personne, mais elle vous dit le bonjour et des salutations spéciales à docteur Baldé, qui était mon patron en Haïti. Donc, félicitations pour votre parcours si inspirant. Donc, c'est un commentaire simplement d'une personne ici. Donc, je vais juste y aller. Donc, une petite question. Quel conseil pourriez-vous donner à un diplômé en santé publique avec une formation de base clinique, donc qu'on a vu parmi vous, sur la possibilité de faire carrière en santé publique tout en faisant un peu le deuil de la pratique clinique, donc des principaux enjeux en envisageant une telle avenue? Donc, c'est une question de Normil qui aimerait bien commencer. Docteur Baldé, vous en avez parlé. Allez-y. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas, peut-être le nom se ressemble là, mais s'il s'agit peut-être de Normil Tudor, peut-être oui, effectivement, je m'en souviens en Haïti. On a dû travailler ensemble. Alors, merci bien Normil. Alors, le deuil de la clinique, je crois que je me porte candidat à en parler parce que c'est du vécu quelque part. C'est des choses que l'on ressent. Mais je crois une fois de plus que si on est médecin, il faut, quelle que soit la santé publique, c'est ça un peu la beauté de la chose, c'est qu'il y a plusieurs avenues. Et je pense qu'il ne faut pas nécessairement couper totalement ce cordon-là. Il y a toujours un intérêt, il y a toujours des liens qui peuvent être faits. Donc, ce deuil-là, je pense qu'il faut bien le contextualiser. Si votre intérêt vraiment c'est sur la clinique, oui, il y a une possibilité de lire, il y a une possibilité de faire un certain nombre de choses, probablement peut-être pas toucher un patient dans certains endroits où c'est pas permis, probablement. Mais ce lien-là, ce lien intellectuel-là, ce lien affectif, il peut toujours être là. Et vous pouvez toujours, d'une façon ou d'une autre, donc être en lien avec cette clinique-là. Moi, je l'ai vécu, comme je vous l'ai dit personnellement. Aujourd'hui, je ne pratique pas beaucoup, mais je suis capable d'aller dans un centre de traitement d'une maladie. Je suis capable d'aller dans un poste de santé. Je suis capable de discuter avec les médecins et bon, ma formation, elle est là. Elle ne part pas, elle demeure. On échange, on interagit. Et donc, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de deuil. Il ne faut pas le voir en tant que deuil. Au contraire, il faut voir comment est-ce que l'on construit sur ça, comment est-ce que l'on peut trouver. Et bon, la vie, je pense qu'il y a plein d'opportunités dans la vie, il faut savoir les saisir, mais surtout ne pas le voir comme un deuil. C'est difficile, non? Parce que j'ai eu ce deuil-là pendant plusieurs années aussi, mais bon, aujourd'hui, je pense que je ne suis pas si malheureux que ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui aimeraient renchérir sur ce deuil de la pratique clinique? Oui, je penserais que dire deuil, c'est un peu trop, parce qu'il n'y a jamais de deuil pour un médecin. Et particulièrement pour moi, je pense que le fait d'avoir fait la clinique, ça te permet de mieux cerner la santé publique. Et tu feras toujours de la clinique, que tu le veuilles ou pas, quand tu es médecin, particulièrement dans nos pays africains. Et que tu le veuilles ou pas, comme je le dis, par exemple, à l'OMS, on a tous les différents piliers. Et tu ne peux pas dire que c'est juste, tu parles de la prévention, tu ne parles pas de la prise en charge. Quand on parle de COVID actuellement, il y a la prise en charge. Et cette prise en charge, tu dois comprendre. Parce qu'en tant qu'OMS, par exemple, tu dois donner des orientations. Et ces orientations, tu ne les prends pas comme ça. Tu dois essayer d'être capable de pouvoir dire, voici ce qu'il faut faire pour la prise en charge d'un cas de COVID,
et avec une comorbidité de 1, 2, 3. C'est-à-dire que tu resteras toujours médecin. Peut-être que tu ne toucheras pas aux malades tout le temps, mais quand tu es dans certains environnements, tu es obligé de faire les deux. Et donc, garde toujours en tête que tu es médecin et que la clinique va te suivre partout. Parce que partout où tu passeras, et tu diras, docteur, les gens vont te faire. Moi, je me suis retrouvée à faire un accouchement dans un village. Et c'était très tard dans la nuit. Et là, ça veut dire que je fais tout pour garder ma main. Sinon, tu arrives, tu ne peux pas dire, non, tu dois nettoyer, faire ci et ça, sans pour autant lui dire qu'il est devant son cas de palu, qu'est-ce qu'il doit faire, comment faire. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut savoir concilier les deux, parce que partout où tu es obligé de faire les deux, et il n'y a pas un fossé entre les deux. C'est ce que je peux dire. Docteur Langlois, vous voulez renchérir? Oui, je trouve ça intéressant cette question-là, cette discussion-là. C'est beaucoup relié à l'aspect humain. Puis le point que je voulais faire, c'est de dire que la profession, la santé publique, c'est une profession qui est très humaine, qui est à l'interface des besoins de la population, de la communauté. Et puis, il y a moyen de s'assurer de garder cette connexion-là qui est fondamentale et vraiment de s'assurer que l'intervention est mise de l'avant. Donc, on soit vraiment dans une optique d'aide, d'assistance, de faire une différence. Donc, je peux concevoir l'aspect potentiel de perdre quelque chose, mais je pense qu'il faut voir aussi qu'est-ce qu'on gagne de pouvoir travailler sur des enjeux tellement importants et un peu à quel point ça peut être gratifiant de faire ce métier-là. Merci pour les réponses. Et je vois qu'il y a quelques personnes justement qui posent peut-être plus de questions plus pratiques là, par rapport à comment est-ce que vous avez atterri à l'OMS. Si je prends ici la question de Viviane Claude Matingou qui demande: une des passerelles pour accéder à l'OMS est de faire des stages d'immersion au sein de l'organisation. Pour nous qui sommes étudiants en santé publique, comment s'y prendre? Est-ce que le programme de stage fonctionne toujours? Auriez-vous quelques éléments de réponse par rapport à votre expérience là, pour entrer vraiment dans l'OMS? Peut-être, allez-y, Dr. Langlois. Merci. C'est quelque chose qui change beaucoup à l'OMS, qui a changé récemment. Il y a maintenant une politique, si vous voulez, de ressources humaines à l'effet de rendre publiques toutes les offres de stage. Alors, ça passe par un portail informatique qui est le portail de ressources humaines qui s'appelle Stellis. Et les offres de stage, elles sont postées, elles sont publiées. Et c'est un concours ouvert. Donc, moi, j'encourage tous les étudiants, tous les auditeurs qui sont intéressés à faire un stage, d'appliquer sur les postes qui sont là. Moi, j'en ai publié dans mon équipe et c'était des vrais postes de stage. On cherchait une expertise particulière. Je pense entre autres au financement de la santé, qui est quelque chose qui est d'ailleurs une expertise de l'Université de Montréal, de l'ESPA, mais nous, on cherchait un économiste de la santé pour les questions de santé maternelle et infantile. Donc, c'était une vraie offre de stage et voilà, elle a été publiée sur Stellis. Donc, il y a un portail qui permet de faire ça. Merci. Dr. Diallo? Oui, merci beaucoup. C'est sûr qu'il y a des opportunités extraordinaires. Moi, j'ai reçu beaucoup de stagiaires durant ma carrière de représentant. Au niveau du bureau régional de l'OMS à AFO, il y a un lien qu'on pourra partager et il suffit de s'inscrire avec le domaine dans lequel tu veux faire ton stage et le pays où tu veux aller faire ton stage et tu auras tout de suite les réponses et on va te guider et généralement tu arrives et tu es pris en charge pour au moins l'assurance maladie. Il y a des facilités qui sont données et tu peux venir dans un pays faire ton stage dans le domaine que tu souhaites, dans le domaine ton domaine d'intérêt et on fait des évaluations et ensuite tu repars dans ton institution et cela aide beaucoup. En tout cas, au niveau du bureau régional de l'OMS à Afro, cette opportunité existe et je pense qu'elle est encore là
et on pourra toujours vous envoyer les liens. Je crois que comme Dr Baldé au bureau régional, on va essayer de voir avec les ressources humaines parce que nous, en tout cas, j'ai reçu beaucoup de stagiaires durant la carrière de représentant. Merci infiniment. Et oui, je vais m'assurer, du moins pour les personnes qui sont présentes là, de leur envoyer les liens dont vous parlez. Je vais leur envoyer par courriel, mais merci infiniment pour vos éléments de réponse. Est-ce que vous vouliez renchérir, Dr Baldé? Je ne sais pas nécessairement sur la composante des stages, mais je pense que pour les orientations de carrière ou encore pour pouvoir intégrer, que ce soit l'OMS ou d'autres organisations, je pense que peut-être ce que je peux suggérer, c'est de rester connecté, savoir qu'est-ce qui se passe et quoi les priorités des gens. Ça peut être tellement surprenant, en tout cas moi, dans mon cas, de ce que j'ai vécu ici. Parfois, on cherche des gens, on n'en trouve pas. On a du mal à trouver des gens qu'il faut pour faire un certain nombre de choses. Donc, je crois que, évidemment, il faut trouver une bonne balance entre des gens qui ont passé beaucoup de temps à l'école, à l'université, avec un peu plus de pratique. Mais il faut avoir un peu, je pense que cette balance-là et continuer à s'informer, à voir un peu c'est quoi les intérêts des organisations. Aujourd'hui, je pense qu'avec la COVID-19, là, la santé publique, ce qu'elle était avant la COVID-19, ça a totalement changé. Avant, moi, ça me prenait, je ne sais pas, moi-même, j'avais du mal à expliquer c'était quoi la santé publique quand on me demandait qu'est-ce que je faisais. Ah ouais, je fais de la santé publique, mais quoi exactement, vous savez? Mais maintenant, là, je pense que tout le monde le sait et je pense que clairement, il faut aussi se préparer à cela dans le futur. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est des choses qui vont énormément évoluer. Toutes les organisations aujourd'hui de santé publique donc, sont dans cette dynamique-là, que ce soit même à l'université, les liens et ne pas nécessairement peut-être chercher forcément à intégrer, mais ces liens professionnels-là se rendent utiles une fois de plus. C'est vrai, on cherche un job, on cherche un travail et tout cela, mais comment est-ce qu'on peut se rendre utile, que ça soit donc à cette organisation-là ou bien à soi-même ou à sa communauté, à tout cela. Je pense que ce degré d'implication-là, ça peut permettre énormément de portes. Et puis voilà, le reste, c'est faire travailler un peu la tête et puis avec un peu de chance, les choses peuvent aller. Docteur Langlois, vous aviez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, merci. C'est intéressant parce qu'avec la pandémie, premièrement, je ne suis plus obligé d'expliquer ce que je fais. Donc, les gens savent ce que c'est un épidémiologiste. Hein, je ne suis plus obligé de passer à expliquer. Alors, ça, c'est probablement un des seuls avantages. Je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes pour les programmes de santé publique. C'est intéressant parce qu'il y a, entre autres au Québec, mais aussi un peu partout, il y a cette demande-là des futurs étudiants pour une formation en santé publique. Donc, je pense qu'on peut envisager aussi un bel avenir pour ceux qui écoutent dans ce domaine-là. Et puis, un conseil que je vais à donner, c'est vraiment d'aller chercher un paquet d'expériences, d'aller de se mettre au défi, de ne pas avoir peur d'aller sur le terrain, d'aller en dehors de sa zone de confort, parce que c'est là qu'on apprend le plus. Et je pense évidemment à la santé publique, mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs qui ont une incidence sur la santé. Ça peut être autant pour l'OMS, pour l'ONU, pour le gouvernement, mais aussi pour la société civile. Donc, toute cette expertise-là, cette expérience-là, c'est ça qui fait en sorte qu'on arrive avec un bagage et que quand on fait son travail au jour le jour, on sait de quoi on parle, on a les outils nécessaires, puis on a les compétences nécessaires pour faire notre travail. C'est vrai en santé mondiale, mais c'est vrai pour ceux qui veulent faire carrière en santé publique à Montréal aussi, hein, d'aller chercher un terrain, de comprendre qu'est-ce que c'est de travailler dans le nord du Québec, de travailler avec les sans domicile fixe, etc. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ce bagage-là, de se sortir de sa zone de confort. C'est là qu'il y a le plus grand apprentissage, je pense, pour tout le monde. Merci. Puis, parmi vos réponses, plutôt, j'entends beaucoup, oui, l'expérience, mais j'entends aussi l'importance du réseau. Et on a
on a une question ici de Karina Dubois-Nuyen, que vous connaissez très bien, qui dit bonjour à toutes et à tous. Félicitations panélistes pour vos réalisations et vos parcours respectifs. Vous faites vraiment la différence. Tout un honneur de vous compter parmi le réseau des collaborateurs et collaboratrices de l'USI, donc l'Unité de santé internationale et de l'ESPOUM. Donc, est-ce que ce réseau de l'USI, de l'ESPOUM, dont vous faites partie, contribue à vos mandats à l'OMS? Si oui, comment? Je peux peut-être commencer avec le docteur Diallo, si vous avez un élément de réponse. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que ça a été des opportunités, des vraies opportunités, ce réseau. Et personnellement, peut-être comme je suis un peu ancienne dans le circuit, partout où je suis, j'essaie d'utiliser mon backup, c'est-à-dire l'Université de Montréal, l'Unité de santé internationale. Et j'essaie de tout faire pour les avoir toujours afin de continuer à apprendre. Parce qu'on garde toujours un pied à l'université, c'est pour pouvoir se ressourcer. Et à chaque fois que j'ai les opportunités, je me ressource. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mais je voulais juste revenir à la question précédente aussi pour les étudiants. Il y a beaucoup d'opportunités. Ne fermez pas les yeux et comme a dit notre collègue, ne restez pas dans votre petit confort et attendre que les choses vous trouvent. Ouvrez et allez chercher les opportunités. Actuellement, le domaine de la recherche, et vous êtes encore là et vous travaillez beaucoup dans la recherche. Il y a beaucoup à faire dans la recherche. Covid nous a montré qu'on a encore beaucoup de gaps de connaissances, que ce soit dans le domaine de la virologie, mais dans tous les autres domaines. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Allez chercher l'information. Ne restez pas confinés dans les murs de l'université. Sortez de l'université et vous allez voir que vous êtes utile. Et on vous cherche comme des aiguilles dans une botte de foin. Parce que souvent, ce n'est pas facile d'avoir des gens qui ont un esprit d'analyse et qui peuvent concilier les différentes valeurs afin de pouvoir aider à résoudre les problèmes de santé très complexes auxquels nous faisons face actuellement. Je pense que pour moi, le réseautage est très important. Il faut essayer de rentrer dans les réseaux et vous allez trouver votre confort et vous allez trouver vraiment ce que vous cherchez et vous serez très heureux au bout du compte. Et n'ayez pas peur non plus, parce que ça aussi, c'est très important. Les jeunes, souvent, on a peur de se lancer. On se dit, je ne connais pas. Il ne faut pas aller avec des appréhensions. Il faut être vraiment... Si vous voulez aller, n'ayez pas peur. Acceptez de vous lancer et faites des petites erreurs de temps en temps. Et vous pouvez les améliorer et vous pouvez avancer. Mais dès que tu as peur de faire des erreurs dès le départ, alors que tu n'as même pas commencé, tu ne pourras jamais commencer. Moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai pris des défis. Quand je commençais avec l'OMS, quand je commençais avec le ministère de la Santé, je ne connaissais rien. Mais j'ai accepté le défi et aujourd'hui, je suis à cette place-ci et je suis sûre que vous pouvez faire la même chose. Le docteur Baldé le sait, quand il y a des choses, il faut avoir le courage d'aller de l'avant. Si vous n'avez pas ce courage, vous allez toujours être bloqué par des considérations qui n'existent même pas et des barrières qui ne sont pas là. Merci. Merci à vous. Et docteur Baldé, vous en aviez fait la mention que vous cherchiez des gens, vous ne les trouvez pas. Puis, docteur Langlois, vous aviez mentionné, on cherchait un économiste de la santé publique. Donc, il y a très évidemment peut-être certains créneaux ou certains profils qui sont recherchés en ce moment. Pouvez-vous peut-être élaborer un peu plus sur justement quels seraient ces certains profils-là ou ces personnes-là qu'on recherche auprès de l'OMS pour l'instant? Je vois que la lumière, OK. Ces gens qu'on recherche, docteur Baldé. C'est ça, exactement. C'est ça les réalités.
ici. Donc, en fait, je pense que merci Karina et bon après-midi Karina. Karina, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé dans mon parcours aussi. Donc, ce réseautage-là, il est hyper important. Je dirais qu'il est important, on essaie d'en profiter peut-être sur une base un peu plus personnelle, mais je dois avouer que moi, j'en aurais voulu un peu plus. J'en aurais voulu un peu plus. Ces liens-là, je pense qu'il est important de continuer à les renforcer. Je ne pense pas qu'on soit à un niveau très, très, très optimal. Généralement, je dis ce que je pense. Je m'excuse. Mais je pense qu'on peut toujours aller chercher un peu mieux. Et moi, dans mon cas, comme je le dis, je travaille dans les urgences. J'ai souvent essayé de pousser pour qu'on ait un peu ce taxe-là. Et il est encore temps de pouvoir peut-être réfléchir à ce taxe un peu sur la gestion des urgences de santé publique. Il n'y en a pas beaucoup. Quelle expertise est-ce que l'on peut avoir? Il y a beaucoup de choses que l'on peut essayer donc d'appliquer à partir de là, de tout ce qu'on a appris là aujourd'hui. Donc, il y a encore vraiment, je pense, de l'espace pour améliorer cela et pouvoir développer ou en tout cas consolider un peu ces réseaux-là. Je crois une fois de plus, restons très focus, très concret sur qu'est-ce qu'on a envie d'avoir. Aller chercher évidemment les créneaux. Il y a des moments où à un autre, moi, l'implication, par exemple, au niveau de l'Université de Montréal ou quelque chose en retour dans ce genre-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses et bon, c'est bien ce genre de plateforme-là permet un peu d'entretenir ce lien-là. Donc, je crois qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, mais définitivement, il y a toujours des opportunités qui existent et voilà, on peut toujours faire beaucoup plus encore, plus de choses encore. Merci. Beaucoup plus pour agrandir son réseau, mais surtout pour le garder actif aussi. Docteur Langlois, peut-être vous aviez quelque chose à dire par rapport au profil recherché, justement? Oui, merci beaucoup. Je pense que cette question-là est reliée aussi à la question de Karina. Donc, bonjour Karina, ça me fait grand plaisir d'être en contact virtuellement. Et puis, ça me ramène aussi à des années extraordinaires à l'unité de santé internationale. Donc, le réseau, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est une des qualités qu'on recherche aussi chez des jeunes professionnels, c'est des gens qui amènent quelque chose, qui amènent aussi un pouvoir de collaborer avec des différents détenteurs d'enjeux, donc qui sortent un peu justement du milieu académique, mais vers l'application des connaissances. Et puis pour ça, c'est vraiment une expérience de travail avec les organisations de la société civile, avec les décideurs politiques, avec les professionnels de la santé, potentiellement les associations de professionnels de la santé. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait plutôt, de dire un des conseils que j'ai donné, c'est d'aller chercher une expérience diverse, d'aller renforcer la composante multidisciplinaire. On travaille en ce moment à l'OMS sur un traité global sur les pandémies, sur la préparation et la réponse aux pandémies. Donc, ce qu'on cherche comme expertise, c'est relié, entre autres, au droit international public. C'est relié aussi à tout ce qui est la préparation, donc les plans d'urgence, les plans humanitaires. Donc, c'est vraiment une compétence variée qui, oui, est ancrée dans l'évidence scientifique, mais qui est vraiment appliquée. Alors, je pense qu'un des conseils que je peux donner, c'est d'aller chercher plusieurs cordes à votre arc et vraiment d'aller de diversifier un peu sa pratique, son expérience. C'est vraiment ça qui démarque les professionnels quand on évalue des candidatures, quand on interviewe des jeunes professionnels, c'est ça qui les démarque. Ça et l'engagement, le dynamisme, le désir vraiment de contribuer, de faire une différence. Merci pour vos réponses. Et justement, donc, vous parlez d'obtenir un équilibre entre l'expérience et l'académie. Puis, il y a une question ici que je peux voir de Caroline Potvin qui dit « Bonjour, quel conseil donneriez-vous sur la possibilité de commencer un parcours en santé publique et une carrière à l'OMS
Sur le tard, elle met ça entre guillemets. Il y a souvent des stages, des bourses ou postes d'entrée pour les jeunes, mais qu'en est-il pour une professionnelle de la santé plus mature, entre parenthèses, elle est pharmacienne dans la cinquantaine, qui commencerait une deuxième carrière avec un diplôme en santé publique? Avez-vous quelques conseils à lui donner? Je pourrais peut-être me lancer. Allez-y, En docteur. fait, non, au contraire, vous savez, l'OMS, c'est une grosse organisation. Là, c'est quelque chose que je remarquais tout à l'heure. Vous avez Dr Binta qui est au niveau d'un bureau pays, elle gère un bureau pays. Moi, je suis au niveau d'un bureau régional où on a peut-être 47 pays et le docteur Langlois, il est au niveau du siège là. Il est dans un département. Docteur Langlois, si ce n'est pas là, on ne se connaît pas. C'est pas. Donc, c'est grand, c'est énorme. C'est vraiment, et ça va encore davantage grandir. Alors, au contraire, moi, je trouve que c'est même un avantage. C'est mes aînés, hein, ils ont plus de temps, ils ont passé plus de temps que moi à l'OMS, mais en règle générale, à l'OMS, on rentre un peu plus dans le tard. C'est même beaucoup plus ça la règle. On ne voit pas beaucoup plus de jeunes. Mais pour ce que je connais, je parlerai de ce que je connais, par exemple, au bureau régional ici, où en règle générale, c'est des fonctionnaires qui ont travaillé dans le système de santé pendant un certain bout de temps, qui viennent après, qui rentrent, et puis voilà, qui ont commencé par des consultations, et après ça, ils se font connaître, et puis au fur et à mesure. Donc, au contraire, moi, je pense que Caroline, je pense que au contraire, c'est vraiment le momentum, c'est le temps où si on a envie de changer, par exemple, avec beaucoup de bagages intellectuels au niveau du Québec. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que avec la pandémie, on va aussi au-delà de cette Organisation mondiale de la santé qui avait juste une vision santé mondiale. Aujourd'hui, les gens, on se rend compte que de l'importance de cette organisation pour régler tous les problèmes de santé publique de façon mondiale. Les problèmes de santé publique au Canada, aux États-Unis, en Europe, écoutez, ça se discute au niveau du siège maintenant. Voyez-vous, donc il n'y a pas que ce focus-là. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est même un peu plus aujourd'hui tranquille pour pouvoir faire du boulot tranquillement ici en Afrique, parce qu'il y a d'autres intérêts qui se font. Donc, je pense qu'au contraire, c'est plutôt intéressant. Et peut-être rebondir sur un autre aspect aussi, c'est que ne pas nécessairement avoir de fixation peut-être sur l'OMS serait aussi quelque chose d'utile et important. Si je l'ai eu, j'ai eu une fixation pour l'OMS, mais je pense que ça rend les choses un peu plus difficiles. Il y a plusieurs passerelles. Il y a plusieurs passerelles, il y a plusieurs autres organisations. Dans mon cas personnel, je vous ai parlé de la Croix-Rouge, je vous ai parlé de la Fédération de la Croix-Rouge. Donc, il y a plusieurs passerelles qui existent. Il y a des ONG qui existent et c'est comme ça qu'on se fait son réseau. C'est comme ça qu'on se fait son savoir-faire, comme le disait le docteur Langlois. C'est comme ça qu'on devient utile et pertinent. Quand on est utile et pertinent, en règle générale, les gens viennent vous chercher. N'allez même pas chercher quelque chose, les gens viennent vous chercher. Et essayez de vous mettre dans cette position-là, pas de façon très humble, je pense, mais essayez de vous mettre dans une position où on viendrait vous chercher. Et je suis sûr que vous allez avoir des opportunités. Merci. Merci de cette réponse. Docteur Langlois, vous vouliez enrichir? Oui, je veux juste dire quelque chose, et puis merci de la question, Caroline. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Hein, je pense que ça, c'est définitivement quelque chose qu'on doit corriger. Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai vu à l'Université de Montréal des gens, des septuagénaires faire une thèse de doctorat. Je trouvais ça extraordinaire. Donc, il n'est jamais trop tard pour aller chercher notre expérience, pour penser en dehors de la boîte et puis vraiment de se mettre au défi. Hein. Ça revient à ce qu'on disait avec le Dr Diallo, donc de sortir de notre zone de confort. Et puis, on pourrait être très surpris de ce qui peut arriver. Hein. Je pense qu'on collectivement, on est dans une ère où on cherche des expertises particulières. Je parlais de la multidisciplinarité. L'Université de Montréal offre ça. Donc, ce n'est pas du tout une question d'âge, ce n'est pas une question qui est reliée à des caractéristiques comme ça, c'est plutôt une question de qu'est-ce qu'on amène et quelle est notre valeur ajoutée. Donc, je pense qu'il est certainement jamais trop tard. Puis c'est relié aussi à la question du réseau. Donc, voilà, on peut aussi aller chercher des entrées à travers notre réseau
qui nous permettent d'avoir potentiellement, par exemple, un contrat de consultant. Ça peut être une porte d'entrée dans le système à l'OMS. C'est vrai aussi pour d'autres secteurs. C'est vrai pour la société civile, etc. Donc, je pense qu'il faut juste se mettre au défi, puis il faut foncer. Merci de vos réponses. Et effectivement, je pense que en ayant une première expérience aussi riche dont Caroline parlait, son réseau, justement, est déjà existant. Donc, c'est de savoir comment activer ce réseau-là pour se diriger vers cette voie-là en santé publique. Je voulais lire peut-être un message de notre doyen, Monsieur Carl Hardy-Dubois, qui était là également et qui vous félicite. Donc, il dit félicitations à nos 3 invités pour leur excellent parcours. Chacun de leurs parcours est un hommage à l'ESPOUM et à la formation qu'ils ont reçue. Merci pour les liens qu'ils ont entretenus avec l'école au fil des années et le soutien qu'ils apportent à nos projets en santé mondiale. Il dit qu'il a eu l'occasion de rencontrer le Dr Baldé et la Dr Diallo lors de missions à l'étranger et qu'il a pu apprécier donc la qualité de votre engagement. Merci beaucoup pour le message, Monsieur Dubois. Donc, il vous envoie ses salutations. Et je voulais profiter peut-être pour faire le pont. Donc, vous avez parlé de doctorat et il y avait une question justement qui posait, mais quelle est la plus-value justement d'un doctorat en santé publique? Est-ce qu'on est toujours obligé d'aller aussi loin pour être relevant, je me sens entre guillemets. Mais quelle est la plus-value d'un doctorat en santé publique? Peut-être qu'on peut commencer avec vous, Dr Diallo, qui avait fait ça en double. En fait, avoir un doctorat en santé publique te rend plus compétitif parce que on cherche dans les CV souvent la qualification. Et quand tu as la qualification recherchée, souvent, ça te permet d'ouvrir tes portes. Et quand tu postules, tu as toutes les chances d'avoir le poste auquel tu aspires et donc à ton orientation et à ce que tu veux. Et donc, avoir un doctorat en santé publique, je pense que c'est quelque chose de très bon. En tout cas, moi, ça m'a ouvert les portes. Ça m'a permis d'asseoir une certaine notoriété dans le domaine parce que ça te permet d'avoir un esprit plus ouvert et d'aller chercher très loin en termes d'analyse, en termes de pensée stratégique pour pouvoir conseiller correctement les partenaires, conseiller correctement les gouvernements et surtout pouvoir répondre à certaines demandes. Parce que le niveau doctorat te donne réellement une ouverture d'esprit que tu n'as pas à un certain niveau. Et ça, je pense que c'est quelque chose que moi, personnellement, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de passer au travers durant toutes ces années et dans tous les pays où je suis passée. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Et peut-être je pourrais revenir à vous, Dr Langlois, puisque vous êtes revenu faire un doctorat après vos études. Donc, peut-être justement parler de cette plus-value-là que vous avez identifiée, qui vous a encouragé à justement revenir faire ces études-là. Oui, c'est intéressant comme question. Pour moi, c'est une question d'outils, de compétences pour des défis qui sont excessivement complexes. Je pense à un travail qu'on a fait l'année dernière, en 2021, en Afghanistan, donc avant la tombée du gouvernement, sur la priorisation des services de santé essentiels pour les mères, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents. Et puis, ça demande un bagage, ça demande une expertise qui est variée, autant dans la recherche, dans l'application des connaissances, dans la priorisation. Ça demande des connaissances sur les analyses coût-efficacité, sur le fardeau de maladie, mais ça demande aussi une grande diplomatie. On travaille avec le gouvernement, on travaille avec les décideurs, il y a les professionnels de la santé, donc ça demande autant une connaissance scientifique qui est très robuste, très solide, mais aussi
une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale. Et je pense que le doctorat permet de développer toutes ces compétences-là. Donc, c'est au-delà de juste la connaissance, c'est aussi en fonction de l'expertise. Donc, c'est vraiment d'apprendre à un métier, d'apprendre une profession, celle finalement de professionnel de santé publique, qui après ça va donner des outils pour faire une meilleure job finalement sur le terrain. Docteur Baldé, aimeriez-vous renchérir? Oui, peut-être juste vraiment, mes collègues l'ont dit, hein, mais je pense que s'il y a une dimension que je voudrais peut-être ajouter, c'est essayer de bien faire le doctorat aussi. C'est pas si évident que ça, mais faire un doctorat aussi de qualité. Faut pas juste chercher un diplôme ou bien un titre ou quelque chose comme ça. Et c'est pas évident parce que on sait que c'est un projet de vie, c'est quelque chose de très long, c'est quelque chose de difficile, dépendant des conditions dans lesquelles on les fait. Donc, ce n'est pas si évident que cela. Mais au-delà, je pense qu'il faut vraiment essayer de le faire de qualité et peut-être saisir, une fois de plus, saisir des opportunités pour apprendre pendant qu'on fait ce doctorat-là. Parce que c'est vrai, il y a peut-être ta recherche que tu fais, ton sujet que tu connais, mais si tu ne connais que ce sujet-là, ça te limite un peu, ça limite un peu. Donc, on peut aller au-delà de cela. On est dans une communauté, par exemple, scientifique, on est dans une communauté de recherche où il y a des gens extrêmement intelligents, des gens extrêmement forts qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Et ça, et c'est ce que je plaide souvent un peu sur ce pont-là, entre ces deux milieux-là, ce milieu académique-là où on est très porté sur tout cela, le milieu de pratique où tu n'en as pas beaucoup, c'est peut-être très, très pauvre aussi intellectuellement, très, très pauvre analytiquement. Donc, c'est des solitudes assez majeures, quoi. Donc, je pense que si on est capable d'aller chercher dans les deux endroits les éléments qui manquent là, on arrive à trouver vraiment un équilibre. Et avec cet équilibre-là, je pense qu'on a une plus-value qu'on ne trouve pas très, 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 très facilement. Donc, si on est capable de trouver cela, mais ça ne veut pas dire nécessairement juste à venir en santé mondiale. Non, je suis convaincu qu'au Québec aussi, c'est un peu la même chose. On va aller dans les organisations donc, qui gèrent le système de santé au Québec. C'est un peu la même chose. Donc, voilà, je pourrais parler pendant longtemps un peu de l'utilité, de l'importance de faire un doctorat. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je voulais juste rajouter cette dimension supplémentaire-là. Merci, merci beaucoup pour ces échanges très riches. En passant, c'était une question de Gnanenfolo Lazare Koulibaly. J'espère que j'ai bien dit le nom. Merci beaucoup pour la question. Je vois le temps malheureusement filer. C'était vraiment des échanges très, 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 très intéressants. Je vais juste voir si peut-être qu'il y en a une rapide à la fin. Je vois peut-être qu'il y a une question ici de Atem Laroussi. On vient de parler justement de la plus-value d'un doctorat en santé publique et de pourquoi c'est important de bien le faire aussi. Mais elle demande, est-ce qu'un doctorat en santé publique est plus recommandé qu'un autre type de doctorat comme en sociologie, en gérontologie ou en sciences infirmières pour se rendre finalement en santé publique? Est-ce qu'il faut absolument se rendre au doctorat en santé publique pour développer une carrière en santé publique? Qu'est-ce que vous dites? Docteur Diallo, je vous vois dire non. En fait, je pense que tout dépend de l'orientation qu'on veut avoir et de son plan de carrière. Et parce que la façon dont tu vois ta carrière et ce que tu veux faire dans le temps et après ton doctorat permet de mieux cibler là où tu veux aller. Et pour moi, toutes ces spécialités-là peuvent concourir pour aller rejoindre la santé publique. Parce que l'expérience a montré qu'il faut avoir des analyses sociologiques. Il faut avoir, c'est-à-dire dans la santé publique, on n'a pas que il y a la prévention et la protection contre certaines maladies.
Donc, si tu veux travailler dans la gérontologie, et actuellement, c'est un domaine très important pour nous, par exemple, à l'OMS, la santé, la santé des personnes âgées, etc. Donc, il ne faut pas se restreindre aussi, comme on le dit, de dire santé publique est différent d'eux. Il faut le regarder dans son ensemble. Et qu'est-ce que ça contient? Et comment tu peux orienter ta vie, ta carrière. Et à partir de là, tu te lances et tu vas chercher tes réseaux et tu vas chercher réellement la réponse à ta question. Et c'est sûr que tu vas t'inscrire dans un chemin qui puisse te permettre de t'épanouir dans ce que tu as étudié et répondre aux aspirations, répondre aux besoins au niveau des pays. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Dr Langlois. Vous aviez quelque chose à dire? Oups, on a perdu le feed de caméra, je pense. On a perdu Dr Langlois. Les joies du live. Êtes-vous là? Ah! On vous a perdu un petit peu. On ne vous voit plus, en fait. Est-ce que je peux être entre-temps intervenir? Allez-y, Dr Baldé, pardon, en attendant. Allez-y. Oui, en fait, je disais que tout à l'heure, je voulais réagir. En fait, ça dépend vraiment de l'organisation. Si vous voulez venir à l'OMS, c'est sûr que si vous avez un diplôme de sociologie, un doctorat en sociologie, je ne dis pas que les chances sont réduites, mais bon, ce n'est pas nécessairement tant que ça l'expertise qui est recherchée. Par contre, mais je fais un petit bémol, les choses ont énormément évolué. En tout cas, ce n'est plus pour l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est plus qu'une organisation que de médecins. Donc, ce n'est pas le cas. Il y a énormément d'expertises qui sont extrêmement variées, que ce soit dans la planification, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans plein d'autres domaines. Donc, je pense que ça, il faut le faire. Mais bon, évidemment, comme je le dis encore, il y a chacune de ces organisations-là et l'OMS a fait partie du système des Nations Unies. Vous avez d'autres organisations peut-être où ces aspects-là peuvent être beaucoup plus peut-être mis en valeur, où vous pouvez avoir une plus-value plus importante, mais voilà, où on travaille avec des sociologues, on cherche des socio-anthropologues, par exemple. Si je donne, par exemple, un exemple, des socio-anthropologues, on en cherche dans la gestion des urgences pour mieux comprendre, des sociologues, vous savez, donc je crois que tout cela, c'est hyper important. Voilà, il faut bien cibler les choses et puis savoir un peu où est-ce qu'on veut aller. Merci beaucoup, Dr Baldé. Dr Langlois, on vous a rattrapé. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, merci. En fait, parfois on cherche des profils qui ne sont pas des doctorats en santé publique à l'OMS. Il y a un département de communication où là, vraiment, l'expertise, c'est pas nécessairement une grande expertise technique, mais vraiment une expérience et des outils de transfert des connaissances, de communication qui sont vraiment mises de l'avant. Puis aussi, il y a des problématiques qui demandent des formations très variées. Je pense à toute la question, on parle beaucoup sur l'hésitation vaccinale. Donc, on a besoin de compétences sur la science du comportement, la science behaviorale. On a besoin de sociologues. En ce moment, le directeur du département de recherche sur la santé reproductive, c'est un sociologue de la santé. Alors, il y a une position de directeur au siège. Et puis, c'est un aspect qui est intéressant. Donc, on n'est plus dans ce paradigme-là où c'est que des cliniciens, au contraire, ou des PhD en santé publique. Donc, au contraire, il y a toute la question des déterminants commerciaux, déterminants légaux, déterminants politiques de la santé. Donc, on cherche des profils qui sont très variés aussi. Merci infiniment pour tous ces échanges. Il s'agissait de notre dernière question et je pense que vous avez donné beaucoup de conseils justement à ces jeunes diplômés ou peut-être diplômés plus matures et aux étudiants aussi qui étaient là avec nous aujourd'hui. Si jamais on a beaucoup de questions que malheureusement on n'a pas pu répondre là et on va essayer. Je vais m'asseoir avec les panélistes puis on va essayer de vous fournir quelques éléments de réponse dans le courriel que je vais vous envoyer suite à l'événement d'aujourd'hui. Je voudrais dire aux panélistes merci
Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. On sait que la santé publique est très en demande en ce moment et que vous êtes tous très, très, très occupés. Donc, encore bravo pour votre grande humanité, pour votre engagement envers le bien-être et la santé mondiale. Merci à vous tous, participants qui nous suivez depuis chez vous. Nous sommes très heureux d'avoir passé cette soirée cette journée, pardon, en votre compagnie. Bien, en fait, soirée pour certains, midi pour d'autres. Vraiment heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Avant de nous quitter, j'aimerais vous préciser que j'ai partagé un court sondage dans la zone clavardage pour les participants. Merci de prendre quelques minutes pour nous partager vos suggestions et commentaires. Et merci encore pour votre présence. C'est très, très, très apprécié. Panélistes, merci d'avoir été avec nous. Je pense que on a répondu, je pense, au titre de cet événement-là, qui était les rendez-vous inspirants. Je pense que vous en avez inspiré plusieurs. Je vois par ailleurs des commentaires dans le question-réponse que je vais prendre soin de partager aux panélistes. Donc, merci encore et à très bientôt.